je vous disais qu'on avait commencé comme une start-up, et même si aujourd'hui on est 28 salariés, 28 collaborateurs, on a toujours un esprit qui est extrêmement original dans le mode de management et dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Quelques petites choses que moi j'aime commenter. Nous n'avons pas de hiérarchie. Donc, il y a une hiérarchie qu'on appelle plate, qui est une hiérarchie de projet. Chacun des collaborateurs hérite d'un projet, d'un sujet, et crée une équipe transversale avec ses autres collaborateurs. Je peux moi-même être chef de projet ou être au service d'un chef de projet, même si je suis PDG du groupe. Et il y a une égalité totale autour de la table. Des pouvoirs très étendus auprès des gens pour décider, pour acheter, pour investir, pour des choses qui sont peut-être surprenantes. Tous nos salariés ont une carte bleue d'entreprise, peuvent engager l'argent d'entreprise sans aucun problème. C'est des choses qui sont très rares. On fonctionne par esprit challenger, par contre très très important. C'est le bon côté qui peut être un mauvais côté, c'est que l'entreprise s'est créée pour faire un parallèle en permanence autour d'une notion qui consisterait à se dire tous les matins on se dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Allez, on va monter l'Everest tous ensemble. Et effectivement on va monter l'Everest tous ensemble. Personne n'est alpiniste, mais on va y aller. Donc il y a de la souffrance, parce que c'est pas une colonie de vacances. J'ai pris volontairement l'Everest parce que pour y monter il faut souffrir. Et tout le monde est dans cette contrainte forte qui est de dire on sait que ça va être pénible, on sait que ça va être dur, on sait qu'on va galérer, on sait qu'on va souffrir, mais on va se faire plaisir quand on sera tout en haut de l'Everest. Le panorama est tellement beau que ça efface toutes les souffrances. Et toute l'entreprise fonctionne tous les jours comme ça, ce qui est assez fort en termes d'évolution. Des progressions, on fait partie des sociétés qui ont des progressions très fortes en France, mais alors c'est terriblement difficile quand on a des personnes nouvelles qui l'intègrent pour prendre cet esprit, c'est-à-dire pour rentrer dans l'équipe, parce qu'autrement, les gens qui ne partagent pas cette même dynamique du challenge sont très très vite marginalisés, voire se sont découragés et ils n'arrivent pas à rester longtemps dans l'entreprise. Donc il y a une sorte d'engouement tous les jours pour se dire plus on est dans quelque chose qui est impossible à faire, plus ça paraît passionnant à au moins un collaborateur qui va être chargé du projet, qui va associer les autres à son projet. Une petite anecdote, on prévoit, on a rentré quelques commandes importantes qui nous entraînent de devoir un peu plus que doubler notre capacité de production à partir de la mi-novembre. Et on a rentré ces commandes il y a 10 jours. Eh bien, on a décidé de créer le challenge en 10 jours, de créer une usine pour le faire. Il y a 1 mois et demi pour équiper une usine et pour fabriquer. Et on a des gens qui sont suffisamment fous pour accepter avec passion ce challenge. Et on produira à partir de mi-novembre, on produira nos clients et ils seront livrés à Ronneret. Et ça, c'est absolument fou. Par contre, il n'y a plus de notion d'autre chose que du challenge et de la nécessité de gagner. Alors, ça peut être très grisant. La moyenne d'âge dans notre société, c'est 28 ans, pour vous donner l'état d'esprit. Extrêmement des gens d'origine très diversifiée. Je crois qu'on a toutes les religions, toutes les couleurs et toutes les origines. Donc, pour à peu près à l'échelle de 28 personnes, un peu plus large au niveau du monde. On a une variété qui est très forte, mais on a une connivence et une complémentarité qui est assez extraordinaire et un enthousiasme qui est assez fort. Donc aujourd'hui, on fonctionne comme ceci en termes de management. Des choses qui sont aussi extrêmement étranges dans les entreprises. Ça existe très rarement. Il n'y a dans l'entreprise aucune porte de bureau fermée, aucune porte qui ferme à clé, aucune armoire qui ait une serrure et rien qui soit confidentiel. Ça va du dossier du personnel aux feuilles de salaire, au rapport d'assemblée, à tout ce que vous voulez. Donc, et de toute façon, on est dans une logique où ça ne pourrait pas exister. Donc on est tenu à une sorte de transparence, d'échange, de compréhension. Il faut s'entendre, donc il faut beaucoup communiquer, il faut partager, il faut créer de l'enthousiasme en partageant, et il faut que le résultat, tout le monde s'y retrouve et ait plaisir à avoir le résultat. De temps en temps, on fait des fêtes tous ensemble. Ok. Et du coup, une autre question, est-ce que tout s'est passé comme vous l'avez prévu? Je suppose que non, bien sûr.
et vous avez eu des imprévus, quel impact ils ont eu sur votre projet? Et aussi, si ces imprévus, ils ont un rapport avec l'environnement légal en France, par exemple, comment ça se développer en France et aussi à l'étranger? Oui, aussi une question très pertinente. Oui, il y a beaucoup d'imprévus. Les, on dit souvent, c'est pour lever quelques tabous et mettre des choses qui sont dans leur vraie valeur. En plus, si vous devez un jour entreprendre ce que je vous souhaite, vous verrez qu'il y a des mythes et il y a des réalités. On dit souvent, la France est un pays où tout est compliqué, entreprendre c'est compliqué, faire c'est compliqué, il y a du vrai, il y a du faux. La France est un pays où innover est certainement, à l'échelle des pays du monde, l'endroit où c'est le plus facile à faire. Pourquoi? Parce que sur les parties d'innovation pure, il existe de nombreuses aides qui permettent des allègements de charges ou des interventions pour financer l'innovation. En particulier quand elle naît d'une initiative privée, quand ce n'est pas un grand groupe qui décide de faire quelque chose. Alors, c'est bien d'être aidé, mais ça sous-entend qu'à un moment donné, quand on est aidé, il faut toujours rembourser, donc il faut que ça marche. Mais en tout cas, il y a des allègements de charges, il y a du crédit d'impôt qui est relativement important, et même du crédit d'impôt positif, c'est-à-dire, ou négatif, c'est-à-dire que plutôt que de payer des impôts, l'État vous donne de l'impôt, vous verse de l'impôt pour travailler. C'est pas vous qui le payez, c'est l'État qui vous le donne. Donc il y a des mécanismes qui sont intéressants, qui existent dans très peu de pays du monde, raison pour laquelle vous trouverez les structures de développement de Google qui sont en France et pas ailleurs, et en particulier pas en Irlande, l'Irlande représentant plutôt des avantages fiscaux. Mais les grandes structures de développement des grandes sociétés du monde, beaucoup se trouvent en France à cause de ce terrain très favorable. Alors, si le terrain est favorable, très bien pour innover, il y a quand même quelques autres éléments qui sont plutôt négatifs. C'est que l'innovation, c'est un risque, c'est de l'argent investi avec une probabilité que ça débouche sur rien. Et tout ce qui est un risque fait peur aux banques. Il y a un allié qu'il n'y a jamais en France pour l'innovation, c'est les banques classiques. Et souvent de fois, on a besoin des banques, soit pour emprunter, et dès que vous parlez d'innovation, dès que vous êtes jeune, dès que c'est quelque chose qui n'existe pas, vous voyez les banques partir en courant, même toutes celles qui font de la pub à la télé en disant les jeunes, il faut venir chez nous pour innover, ça c'est pour que les parents mettent leur argent dans la banque, mais c'est pas pour aider les jeunes qui veulent innover. Donc ça c'est compliqué. Et donc quand on démarre, on se dit déjà souvent de fois, on va réussir dans un laps de temps donné. On est toujours un peu présomptueux, on pense toujours que ça ira plus vite que la réalité. Comme ça dure un peu plus longtemps, on s'épuise un peu plus vite. Et on s'aperçoit vite que les ressources financières finissent par manquer, et les trouver, ça devient très sportif. Ce qui fait souvent de fois, c'est le drame un peu français, c'est que les gens commencent en France avec un certain nombre de fonds et d'aides, et quand ils ont besoin de grandir, ils ne trouvent pas de banque, donc ils partent aux États-Unis et ils lèvent des fonds. Voilà. C'est le drame français. La France est un extrêmement grand pays incubateur, et il y a une étape après où les gens sont... Après, on peut avoir des convictions personnelles. Si on a une conviction tout à fait économique, c'est des voies que l'on peut prendre. En ce qui nous concerne, on veut faire partie des entreprises qui arborent le drapeau bleu, blanc, rouge. On est fiers d'être français. Tous nos salariés ont fait des études en France ou sont diplômés en France. Donc on se bat pour véhiculer l'image française. On n'a pas envie de partir. On est arrivé aujourd'hui à avoir un produit qui se vend et qui nous permet d'avoir un flux financier entrant qui devient correct maintenant, qui nous permet de nous développer, de croître en autonomie. Donc la question pour nous ne se pose pas de partir à l'étranger, on a trouvé notre rythme de croisière en France. Mais l'inconvénient est celui-ci. L'autre élément, c'est que pour entreprendre, à Créos, mais passer à créer d'autres sociétés, il faut bien voir que forcément il faut pas un brin, mais un tronc de folie. Et si on doit vous faire un exposé précis sur tous les risques que vous prenez parce que vous avez entrepris, ce sera la meilleure façon de vous décourager d'entreprendre. Donc un entrepreneur, il a forcément 80% d'inconscience. Parce que s'il était conscient d'entreprendre, il n'entreprendrait plus. Le droit social, le droit fiscal, le droit juridique, le droit des affaires, c'est tellement
de volume important que forcément on prend tous les jours des risques énormes. Mais c'est un petit peu comme quand on se lance dans une voiture, on prie un bolide et puis on se dit on va prendre les virages du mieux qu'on peut et on n'a pas forcément fait la physique pour savoir si les roues vont adhérer au sol. Voilà. C'est un peu ça. Ok, et du coup, ouais, quelques exemples d'imprévus ou de problèmes que vous avez rencontrés Alors dans les imprévus que l'on a rencontrés, alors déjà on a eu à un moment donné du mal à trouver des compétences sur certains sujets très techniques pour développer, parce qu'il faut trouver le savoir, les collaborateurs qui amènent leur savoir, c'est une somme de savoir. On est dans un pays où on dit beaucoup que les gens ont du mal à trouver du travail, mais à l'inverse, quand on a du travail à proposer, on a du mal à trouver les gens. C'est un peu paradoxal, mais on recrute tous les jours, on cherche tous les jours des gens, et on ne trouve pas toujours les gens que l'on souhaite associer à nos équipes, faire venir. Donc ça, c'est un point non négligeable. Le deuxième, qui a été un imprévu important, c'est qu'on avait réussi à démarrer avec une banque, et on a une banque qui nous a fait faux bond, qui à un moment donné dans notre projet considérait qu'on n'avait pas eu un développement suffisamment rapide et qui s'est désengagé très rapidement de notre aventure, en nous créant un grand problème financier, nécessité de rembourser des sommes très vite, sujet qui s'ajoutait à nos problèmes. Après, mais c'est plus plaisant à traiter, bien, on développe, mais il faut aller vendre. Alors quand on vend en France, c'est déjà pas toujours simple, il faut convaincre quelqu'un d'acheter une solution ou un produit. Quand on part à l'étranger, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas tout, on connaît déjà pas tout en France, alors à l'étranger encore un peu moins. Et donc on peut se faire peur, on est dans des situations d'inconnu, on n'est pas accueilli les bras ouverts partout, on a quelquefois un peu péché, on s'est fait peur là aussi en se disant tiens on va aller bravement vendre, et puis finalement il y a des endroits où on n'a pas vendu, on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, on a utilisé beaucoup de contacts pour rien. Les échecs viennent souvent, mais c'est lié à l'innovation, du fait que par définition on est toujours sur une première fois. Donc on n'arrive pas à comparer la première fois à quelque chose d'autre. Donc il faut accepter que sur 3 premières fois, ou sur 4 premières fois, il y en a 2 qui ne marchent pas. Et il faut se nourrir de l'échec des 2 premières fois pour après faire qu'il y ait peut-être plus qu'une fois qui ne marche pas sur 4. Ça, c'est assez difficile. La difficulté aussi, c'est que ce sont des périodes qui sont extrêmement stressantes. Il faut apprendre à maîtriser les enjeux et les risques. Je vais donner cet exemple, je le trouve assez vrai de ce que représente une entreprise dans ce domaine. C'est que déjà, c'est comme si tous les matins on vous disait que vous êtes entraîné, que vous allez courir à 100 mètres. Vous êtes entraîné pour courir à 100 mètres. Et quand vous avez fait les 50 premiers mètres, on vous dit c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon au même rythme. Donc déjà, c'est un peu plus long, donc il faut tenir longtemps. Et quand vous êtes parti fort, il faut tenir fort jusqu'au bout. Et le deuxième élément, c'est que c'est comme un match de foot qui la plupart du temps se gagne finalement dans les 3 minutes de prolongation à la fin du match. Donc jusqu'à la 90e minute, vous balisez parce que vous avez le risque d'avoir tout perdu. Et il faut aller au-delà pour pouvoir gagner. D'accord. Justement, vous nous parliez du risque et du fait qu'il faut être un peu fou pour entreprendre. Quels sont les facteurs de risque que vous avez pris en considération pour votre projet? Est-ce qu'il y a eu des risques financiers, même familiaux, que vous avez pris en considération avant de vous lancer? L'engagement, alors, dans une telle aventure, c'est peut-être embêtant ce que je vais dire, mais ne laisse pas beaucoup de place à avoir plusieurs projets en tête. En particulier, il est très difficile de se dire j'ai un projet professionnel, j'ai un projet personnel, j'ai un projet familial, parce que réussir, prenez l'exemple du marathon, c'est pratiquement un engagement de 24 heures sur 24. Donc le risque, il est à cette échelle-là, il est d'abord, je le disais tout à l'heure, sur le plan financier. À un moment donné, quand vous décidez une telle aventure, vous cassez votre tirelire quand vous en avez une, vous empruntez si vous n'avez pas assez dans la tirelire, et donc vous mettez de l'argent sur la table en espérant un jour qu'on puisse le rembourser par le résultat de ce développement. Donc ça, c'est un risque qui est pesant. Et puis après, c'est pendant une longue période qu'on ne sait pas définir. Alors, des fois, on se fixe 3 ans, 4 ans,
en ce qui me concerne sur cette aventure, ça en fait déjà 8, je pense que ça durera encore au moins 2 ans, où vous vous dites, eh bien, la priorité c'est uniquement cette aventure. La famille passe après, la vie de famille passe après, tout passe après, et de toute façon tout est intégré à la vie d'entreprise, donc ça laisse peu de place à autre chose. Et si on laisse trop de place à autre chose, on perd son challenge. Alors on aime bien aujourd'hui, pour être dans le milieu à la fois des startups, de l'innovation, on aime bien montrer des images de contextes de développement hyper cool. On voit des endroits super sympas, le baby-foot au milieu de la pièce, vous avez les gens qui s'amusaient le soir, et puis derrière tout ça, on vous dit c'est hyper performant et ça gagne. Et c'est certainement vrai, j'ai un peu visité des entreprises, je me suis un peu renseigné. La réalité n'est pas tout à fait celle-ci. Dès qu'on est dans l'innovation forte et dans les challenges forts, si on est tout le temps en vacances, on ne travaille pas. C'est aussi basique que ça. Donc, ce qui prédomine pour moi, c'est cette idée d'être engagé par quelque chose qui devient le challenge de l'entreprise, du dirigeant, de ses collaborateurs, des gens qui travaillent dans l'entreprise. Et je reviens sur mon exemple de tout à l'heure de l'Everest. Vous avez des gens qui vont partir gravir l'Everest, et vous en avez qui vont se dire c'est mes vacances, parce que c'est le projet de ma vie. Et puis ils vont vivre toutes les galères de tous les jours comme un super projet de vacances. Et puis il y en a qui vont dire tous les jours c'est quelle galère, je voulais pas faire, j'y vais pas. Au premier truc, je cherche un hôtel pour aller à l'hôtel, il pleut, il fait froid, je n'ai plus envie. Et ben c'est la même chose en entreprise. Une fois qu'on est engagé dans un tel projet, il faut accepter de faire de son plaisir toutes les galères que l'on rencontre, qui sont à nouveau de temps en temps humaines, de temps en temps personnelles. On fait beaucoup de sacrifices. Sur 8 ans, j'ai dû prendre, je ne sais pas si j'ai pris 15 jours de vacances, c'est pour donner l'échelle. Par contre, j'ai traversé le monde plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est des vacances ou pas. Moi, je ne fais pas de différence. Donc, j'ai rencontré tellement de gens différents, passionnants, des échanges, que c'est devenu mon mode de vie. Donc, c'est là où c'est difficile de dire est-ce une contrainte, est-ce que... ce que je peux dire, c'est que ça nécessite un engagement de 100%. Il ne faut pas dire plus. Justement, vous, en tant qu'entrepreneur, quelles sont vos sources de satisfaction et de joie vraiment Alors, je vais vous en donner 2 très précises pour illustrer la totalité, et sur des éléments très très précis. Alors, je reviendrai sur d'autres après, mais je vais vous en donner quand même 2 très précis. 2 grands moments de ma vie au travers de cette entreprise. Le premier, on est dans le Nord, c'était dans le Nord. Et le deuxième, c'est en la Cordillère des Andes en Colombie, pour vous donner un exemple plus lointain. Dans le Nord, j'ai vu une personne qui a appris à conduire une grue à tour, des machines comme une grande qui est sur le dehors, qui avait 56 ans et qui était d'origine maghrébine, et qui a appris à conduire cette machine en commençant sur un de nos simulateurs, et qui a passé un examen dans le domaine qui s'appelle le CACES. Et quand cette personne a eu son examen, il est venu me voir, de temps en temps il m'appelle encore, et il m'a dit, écoutez monsieur Pierson, je voudrais vous remercier. Je lui ai dit, de quoi vous voulez me remercier? Vous êtes venu en formation, vous avez appris, vous avez réussi, plutôt moi qui vous remercie parce que vous êtes venu en formation chez nous, c'est plutôt dans ce sens-là que ça devrait marcher. Et il me dit, non, je vais vous dire, il dit, moi je ne sais pas lire et pas écrire, et je n'avais jamais eu de diplôme de ma vie, c'est donc mon premier diplôme. Et il dit, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important, parce que j'ai 2 enfants. Et mon fils, il est médecin, et c'est un grand médecin en France. Et ma fille, elle est avocate, et c'est une grande avocate en France. Et donc, j'étais le seul de la famille à ne pas savoir lire et écrire, et je n'avais jamais eu de diplôme. Vous m'avez offert, pour la première fois de ma vie, un diplôme, grâce à vos outils, et vous m'avez donné une grande fierté pour ma vie. Et maintenant, avec mes enfants, je peux dire que j'ai aussi un diplôme. Et donc, c'est très très fort, c'est une vision qui est humaine. Et j'en ai une deuxième, c'est dans la Cordillère des Andes en Colombie. La Colombie est le 2e producteur de charbon du monde, les plus grandes mines de charbon du monde. Et beaucoup de gens veulent travailler dans les mines parce que ça représente pour eux une possibilité d'emploi. Et d'emploi, je ne vais pas dire correctement rémunéré, mais en tout cas mieux que rien.
nous avons formé des conducteurs d'engins miniers dans la Cordillère des Andes avec nos équipements. Et il y a un conducteur qui est venu me voir en me disant, vous savez, vous ne m'avez pas donné un diplôme, vous m'avez donné de quoi vivre toute ma vie et de quoi nourrir mes enfants toute leur vie. Alors voilà, dans notre entreprise, c'est un peu le moteur pour mes collaborateurs, c'est qu'on a fait une grande valeur de l'entreprise qui est une valeur humaniste. Et on dit souvent, on veut mettre en avant que nous sommes des hommes et des femmes qui tous les jours travaillons pour donner ce qu'il y a de plus important à d'autres hommes et d'autres femmes, qui est le savoir. Parce que le savoir, ça permet l'évolution sociale, ça permet d'éviter les guerres, ça permet d'éviter les révolutions. Et quand les gens sont intelligents, ils ne se battent pas. Donc voilà notre projet de société. D'accord. Du coup, voilà. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à votre aventure entrepreneuriale? Non. Non, parce que j'ai pas de regrets, parce que je vis une vie très compliquée, avec beaucoup de stress, mais qui est terriblement passionnante. Donc la passion l'emporte sur tout, la richesse des échanges, la diversité des gens rencontrés. Évidemment, je vous donnais l'exemple de 2 personnes qui ont été formées par nos outils. J'ai la chance d'avoir rencontré des gens très simples dans le monde, d'avoir partagé des moments avec eux, d'avoir rencontré des gens très importants. Je dois vous faire la liste des présidents ou des ministres qui sont venus dans notre société pour voir ce que l'on faisait, c'est incroyablement long. Et puis ça permet de se rendre compte que tous les gens sont pareils, c'est une tête, c'est 2 bras, c'est un corps et c'est 2 jambes, et quel que soit le titre qu'ils peuvent avoir. Et donc c'est très très riche, c'est passionnant, c'est enrichissant, c'est varié. Le seul regret que je peux avoir, c'est que de temps en temps, quand on a des aventures comme celle-ci, même si elles sont belles et si elles ont des vocations qui sont belles, ça n'empêche pas de temps en temps de croiser le chemin de gens qui sont complètement cons et idiots et qui, pour des raisons obscures, peuvent vous saboter un projet sans autre intérêt que de le saboter. Donc malheureusement, on ne rencontre pas tous les jours à côté de soi des gens qui ont envie de participer ou d'aider, mais de temps en temps, on peut aussi rencontrer des gens qui ont envie de détruire. Donc ça, c'est un peu le regret. On en a rencontré quelques-uns, on a pu ensemble se sortir des impasses dans lesquelles on nous avait conduits, peut-être la force collective, et puis j'ai aussi l'énorme plaisir aujourd'hui d'avoir à côté de moi toute une série de jeunes collaborateurs dont le niveau va de Bac plus 3 à Bac plus 9, et de partager une aventure qui est absolument folle, qui est technologique, qui est humaine, qui est... L'année dernière, nos machines ont formé, nos solutions ont permis la formation d'un peu plus de 35 000 personnes dans le monde. Donc c'est très très riche. Il n'y a pas une journée où on n'a pas un de nos collaborateurs qui est, au moins 3 ou 4, un qui est en Afrique, un qui est en Asie, un qui est en Amérique latine, un qui traverse le monde en permanence. Des fois en forêt vierge, on a du matériel en plein cœur de la forêt vierge, on a du matériel en plein centre du Sahara, c'est extrêmement varié, ou dans des grandes villes. Donc c'est absolument passionnant. Okay. Et du coup, bon, on peut, vous avez d'autres questions, ou sinon on a une petite question finale, mais vous avez des trucs... Est-ce que vous pensez qu'une fois qu'on a créé sa propre idée, qu'on l'a mis en place, ça donne envie de recréer quelque chose d'autre? Est-ce que vous pensez qu'après c'est quelque chose qui devient pas automatique, mais qu'on prend le goût à vouloir créer quelque chose et remettre en place quelque chose? Est-ce que vous, par exemple, vous pensez pouvoir peut-être plus tard être amené à relancer quelque chose ou... Alors Acreos, c'est la 2e société que j'ai eu l'occasion de créer avec certains de mes associés. Notre branche formation, on a 3 centres de formation, vous êtes dans l'un d'eux, on en a 2 autres, un à Metz et un sur l'île de la Réunion.